Bien, Madame Franca Salis-Madinier, vous êtes secrétaire nationale de la CFDT cadre et vous avez été rapporteur de l'avis sur la directive au Comité économique et social européen. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. On est dans le cadre d'une série d'auditions. On commence traditionnellement ces auditions par une petite déclaration sur les liens d'intérêt, donc qui permet un peu de situer. Donc les liens d'intérêt ne signifient pas conflit d'intérêt, bien sûr, mais qui permet en toute transparence d'exposer les liens que vous pouvez avoir soit avec un intérêt financier qui serait impliqué dans le sujet de lanceur d'alerte, soit avec des ONG ou des organisations qui le soient. Et donc je vais vous laisser la parole peut-être pour cette petite précision sur les liens dont vous pensez utile de nous faire part. Et surtout, pour partager après sur le fond du texte, des textes qu'on propose, d'abord votre regard et les points d'évolution qui vous sembleraient, donc à la fois les points sur lesquels vous êtes attachés dans le texte et à la fois les points d'amélioration que vous pourriez identifier. En tout cas, merci encore d'être avec nous et je vous laisse la parole. Bonjour à vous et merci beaucoup pour me donner l'opportunité d'exprimer mon opinion. Alors d'abord, oui, vous avez dit, donc je suis secrétaire nationale à la CFDT cadre. Vous m'entendez là? Oui, 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 Oui. oui. Et je suis salariée d'Orange. Donc, D'accord. j'agis dans les groupes Orange d'ailleurs aussi dans les questions Dans le des domaine ou pas concertations. Pardon? dans le domaine Je suis de l'entreprise? dans les relations de ressources humaines et relations internationales, donc c'est surtout D'accord. relations sociales. Très bien. Voilà, j'ai participé par ailleurs parce que j'ai sollicité l'entreprise pour mettre en place un dispositif de signalement d'alerte dans le cadre de la Très loi bien. devoir de vigilance. Merci Voilà, et beaucoup. donc je suis au Comité économique et social européen, comme vous l'avez rappelé, et d'ailleurs mon absence aujourd'hui physique à Paris, ça se justifie parce que je suis à Bruxelles au comité. Et d'autre part, je suis aussi membre fondateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, je siège aussi au conseil d'administration de la maison que vous connaissez parce que vous l'avez quand même largement associée dans vos travaux aussi. Merci beaucoup pour ces précisions, madame. Donc, je vous écoute peut-être pour votre avis, vos réflexions ou ce que vous souhaitez partager avec nous sur le texte, ses points forts et ses points d'amélioration aussi. Oui, alors, donc, juste vous dire brièvement que nous avons défendu les lanceurs d'alerte lorsque ce n'était pas très à la mode et qu'en France, la notion de l'alerte individuelle était toujours une notion qui était plutôt connotée négativement et c'était associé plutôt à la délation. C'est pas qu'en France, en Pologne aussi, les collègues ici au comité me disent un petit peu la même chose. Donc historiquement, beaucoup de résistances. Aujourd'hui, les débats il est plus large et tant mieux. Beaucoup d'organisations défendent ces droits. Donc, c'est aussi les signes quand même une demande de l'opinion publique pour, d'un aspect que ces sentinelles, moi je les appellerai comme ça, de la démocratie, peuvent contribuer justement à déclencher des mécanismes pour défendre nos démocraties et notre démocratie. Donc, et ça, donc, c'était très difficile il y a 20 ans de faire accepter cette idée. Ensuite, en tant que syndicaliste, je ne me cache pas, je pense qu'il ne faut pas opposer l'alerte individuelle à celle collective dont les syndicats d'entreprise peuvent exercer les leviers lorsqu'il s'agit des questions de santé et sécurité au travail ou bien des situations alarmantes au niveau économique et financier de l'entreprise. Mais je pense que, et dans le cadre de mon expérience, disons que les lanceurs ou les lanceuses d'alerte qui sont venus voir les syndicats, en général, porter des alertes que les syndicats ne voient pas toujours. Donc, je ne les oppose pas, je pense qu'ils sont complémentaires. Nous avons aussi participé à l'élaboration de la loi Sapin, qui était un pas en avant, bien évidemment, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, et je vous expliquerai pourquoi, à mon avis. Et on a aussi favorisé, dans le cadre de la loi de droit de vigilance, qui était votée uniquement en France, mais qu'aujourd'hui, ça fait aussi l'objet d'un débat européen, le fait qu'il y ait les lanceurs d'alerte qui soient identifiés comme justement des possibles sentinelles ou vigies dans les différents pays dans lesquels les multinationales opèrent, par exemple, et qui puissent justement lancer l'alerte et donc avoir une concertation sur les canaux des signalements.
Pourquoi je vous dis que la loi Sapin n'a pas été jusqu'au bout, au moins dans la mise en œuvre, hein, c'est aussi les rapports des députés, messieurs Gauvin et Morlex d'ailleurs, qui le disent, c'est parce que je pense que la loi aujourd'hui, elle est très mal connue en France, peu connue, voire mal connue. Donc, c'est un véritable problème et peut-être il faut envisager dans votre prochaine dans la proposition de votre loi, M. Wasserman, peut-être les questions de sensibilisation et des campagnes, notamment à l'encontre des jeunes. Et donc, mal connue, peu connue, et aussi, elle a instauré un paradoxe ou un dilemme ou une difficulté, en tout cas, moi je vois un obstacle, du fait de mettre l'alerte au premier niveau en interne, donc les premiers fameux paliers, et en même temps de ne pas avoir sécurisé l'alerte en elle-même en interne. Voilà, et donc je m'appuierai aussi sur mon proposition sur ces constats, c'est-à-dire que la lanceuse, le lanceur d'alerte en interne prend toujours des gros risques parce que souvent il y a des collusions, il peut y avoir des conflits, il y a, si on dénonce une pratique d'achat, j'ai fait cet exemple, certainement les directeurs des achats étaient nommés par les COMEX, par exemple. Donc, les remettre en cause, c'est remettre en cause les décisions qui ont été prises en haut. Et donc, vous voyez qu'il y a comment, des difficultés pour que l'alerte soit prise sérieusement en considération. Et l'individu isolé, il est toujours en danger. Et l'individu isolé devient souvent un martyr, une victime, et que des vies gâchées au niveau personnel et au niveau professionnel auxquelles nous avons assisté depuis longtemps. Et donc, voilà, la question est comment on rend l'alerte. Aujourd'hui, les entreprises et les organisations, avec votre proposition de loi, les lanceurs d'alerte peuvent choisir entre les canaux internes ou celui externe, autorité et éventuellement divulgation. Mais si les entreprises veulent que l'alerte interne fonctionne, il faut que les choses changent. Et donc, il faut sécuriser les canaux. Je pense qu'il faut les négocier parce que la méconnaissance de la loi Sapin était aussi un objet du fait qu'on ne négocie pas sur ces modalités et que donc ni les syndicats d'ailleurs, ni les directions ne s'approprient les dossiers. Lorsqu'on a une négociation obligatoire, on est obligé quand même de connaître un peu les sujets sur lesquels on négocie et donc on se forme. Et aujourd'hui, cette non-obligation voilà, fait que les choses se passent plutôt à l'externe, d'ailleurs. Et ça, un indicateur important, me semble, devoir le signaler, c'est le fait qu'il y a la Maison des lanceurs d'alerte, qui est un organisme externe, justement. Il y a beaucoup plus d'alertes. En 2021, il y a eu plus 108% d'alertes par rapport à 2020. Donc, c'est un indicateur qui dit que peu d'alertes se passent à l'interne de l'entreprise et qu'aujourd'hui, c'est aussi un intérêt de l'entreprise, si elle veut traiter l'alerte de manière responsable, de faire en sorte de sécuriser les canaux. Donc, pour les propositions, après, je les ferai un petit peu en étalant un petit peu là-dessus. Voilà, sur les constats, je dirais sur l'évaluation très rapide d'une loi qui malheureusement pêche de peu d'engouement, de connaissances et qui donc produit peu de choses, même si nous ne pouvons pas vraiment suivre ce qui se passe parce que justement, il n'y a aucune négociation, donc aucun accord, donc aucun suivi. Hein. Combien d'alertes se passent en interne, comment elles sont traitées, comment quel est l'épilogue de l'alerte en interne. Et ensuite, donc, une autre question que je voulais quand même porter à votre attention, c'est que du côté direction, des référents m'ont alerté sur le fait
qu'eux aussi subissent des pressions lorsque sont dans les recueils de l'alerte et dans les traitements éventuellement ou dans l'ouverture d'enquête. Et que donc, la tâche n'est pas facile parce qu'ils sont quand même souvent salariés de l'entreprise. Et donc, lorsqu'on dit salarié d'une entreprise, ça veut dire qu'on ne peut pas être complètement indépendant parce que la carrière, l'évolution des carrières, les salaires, les conditions de travail dépendent quand même d'une hiérarchie qui nous a nommé référent. Et donc, voilà, la question de comment, pour faire en sorte que l'alerte interne soit plus sécurisée, plus efficace, je dirais, aussi, comment on sécurise aussi les référents ou les déontologues qui sont nommés. Très bien. Merci beaucoup, madame. Sur ce sujet, si je peux me permettre de rebondir sur ce sujet du canal interne. Le premier pression qu'on met sur les canaux internes, c'est qu'ils ne sont plus un passage obligé, évidemment, vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'à une certaine époque où, dans la loi Sapin 2, on était obligé de commencer le processus par son canal interne, maintenant, l'entreprise elle a plutôt intérêt à favoriser un dialogue de proximité, un recueil de proximité. Donc, elle a plutôt intérêt à avoir un canal interne performant plutôt que de voir l'alerte sortir tout de suite. Alors, pas forcément, encore une fois, je le dis au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'un canal interne qui serait complètement inopérant, inefficace, peu connu, peu déployé, peu négocié, peu expliqué, il n'y a aucune chance qu'ils captent les alertes qui passeront directement en externe. Donc, je pense qu'une entreprise, et une entreprise de bonne foi qui souhaiterait apporter un intérêt particulier ou l'entreprise négligente qui ne s'intéresse pas au sujet, elle aura tout intérêt à réfléchir à l'efficacité de son canal interne parce qu'il va être, entre guillemets, en concurrence directe avec un canal externe. Donc, si vous voulez convaincre les salariés de passer par un canal interne, encore faut-il qu'ils aient confiance dans ce canal, qu'il soit efficace, qu'il donne des résultats, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point qui fait que la directive apporte beaucoup dans ce choix possible du canal. Et j'espère qu'on aura un effet d'entreprises qui se diront voilà, il vaut mieux apporter des réponses tout de suite. D'autant que beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place des canaux importants pour le harcèlement, pour d'autres sujets, et donc avec un souci d'essayer de sécuriser les canaux, de garantir la confidentialité, enfin d'avoir un traitement éthique du sujet. Mais ce que j'entends, c'est que vous soulignez l'importance du dialogue social déjà dans la construction de ce canal interne. Je crois que c'est un point important. On a mis dans le texte une obligation de consultation qui fait débat, parce que certains préféreraient qu'on revienne à une simple information. Et d'ailleurs, pas uniquement par posture minimaliste, mais le Conseil d'État nous soulignait est-ce qu'on peut vraiment, par rapport au droit du travail qui, dans ce cas-là, favoriserait l'information, est-ce qu'on peut vraiment basculer sur la consultation? On est en train de regarder. Moi, je pense personnellement que la consultation est le bon niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, parce qu'il y a plusieurs évidemment niveaux. L'information, ça peut être en 3 minutes au travers d'une réunion avec les instances représentatives du personnel. La consultation, elle nécessite déjà que les représentants du personnel se saisissent du sujet, puisqu'ils sont consultés, donc ils doivent donner un avis. Et même si leur avis ne s'impose pas, ça impose un dialogue et ça impose une méthode qui est beaucoup plus, à mon sens, performante que la simple information. Mais ça fait l'objet, notamment avec le Conseil d'État, de réflexion sur, c'est un peu une dérogation du droit du travail sur lequel eux verraient plutôt la notion d'information comme le bon niveau si on se calait sur les standards du droit du travail actuel. Bon, donc ça reste un sujet. Moi, je reste favorable à cette notion de consultation qui me paraît être le juste équilibre. Certains syndicats, d'ailleurs, souhaiteraient qu'on aille plus loin avec une espèce d'avis conforme ou d'accord obligatoire. C'est ça, hein. Donc, on s'en était fait l'écho à notre dernière réunion. Voilà, donc je pense qu'on est là sur un juste milieu qui va plus loin que le droit actuel, mais qui permet à l'entreprise, après avoir écouté, de prendre sa décision souveraine. Et je crois que le meilleur garant qu'on a,
c'est cette concurrence des canaux. Si le canal interne ne fonctionne pas, personne ne l'utilisera et tout le monde aura le droit, dès lors qu'on voterait ce texte, de saisir directement le canal externe, ce qui, je crois, est le premier gage de sérieux du canal interne. Vous avez vous-même observé, lorsque vous étiez rapporteur du sujet, vous aviez vous aviez le monde économique qui était présent autour de la table, vous aviez les syndicats. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet et quelle en a été la teneur, si vous puissiez partager ça avec nous? Alors, après, peut-être on reviendra un petit peu sur les questions que vous avez évoquées. Pour commencer par la dernière, au Comité économique et social européen, donc il y a 3 groupes d'intérêt, je dirais, les syndicats, les employeurs, donc les entreprises, et la partie, je dirais, diversité avec des ONG, des associations des consommateurs, des ONG sur l'environnement, confédérations, notamment des associations des consommateurs sont assez présentes, mais aussi les mutuelles, mais aussi des professions libérales, donc il y a de tout selon les États. Et donc ces débats, moi je les portais à la plénière, hein, donc il y avait tous les membres, 350 membres. Et donc la difficulté plus grande a été les débats avec les employeurs, à partir entreprises qui n'avaient pas très bien interprété d'ailleurs la directive et donc qui pensaient que le lanceur d'alerte pouvait aller directement à la presse immédiatement, etc. Et donc, ils ont été assez, pas tous, mais la plupart, hostiles dans leur vote. Donc, l'avis a été adopté à très large majorité parce que les groupes 2 et les groupes 3 ont voté en faveur de cet avis. Et les débats, je dirais, les plus importants pour les employeurs, donc c'était la question de l'alerte et des paliers. Et la deuxième, vous l'avez évoqué tout à l'heure hein, avec Madame Rosière, c'est la question de la réparation des dommages, parce que la directive, donc nous dans l'accord, on faisait une recommandation dans l'avis en disant que les dommages n'étaient pas renvoyés aux États nationaux, mais qu'il devait être envisagé par la directive européenne une réparation intégrale des dommages subis par les lanceurs d'alerte, donc qui deviennent justement victimes. Et donc ça, c'était aussi une mesure qui était très discutée et contrastée donc par les groupes des entreprises. Mais en même temps, les débats étaient très passionnés à la plénière du comité. Et pour moi, c'était un formidable exercice et j'ai bien défendu l'avis. Et des employeurs sont venus me voir pour dire mais ce serait intéressant qu'on mette en place des canaux, justement, ce dont on parle aujourd'hui, efficaces et faire en sorte que l'alerte soit gérée de manière responsable. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous faire un petit peu. D'accord, donc les employeurs qui ont conscience de l'importance de construire des canaux internes performants en réalité. Voilà, disons, ceux qui étaient les moins hostiles idéologiquement, parce que souvent, certains ils prenaient les positions de la Confédération des entreprises de Business Europe européenne, et voilà, sans comprendre peut-être qu'il y avait des nuances quand même dans la directive par rapport à l'alerte, l'intérêt général, l'intérêt public, etc. Et donc, voilà, mais c'est la peur que les directions ont aussi aujourd'hui, même en France, c'est d'ouvrir les vannes, n'importe qui peut alerter, etc. Donc, il y a toujours ces freins et ces résistances. Et donc, lorsqu'on fait des mécanismes d'alerte, on disait qu'ils sont assez pauvres et assez inefficaces, et donc ne protègent pas suffisamment, et donc les lanceurs d'alerte ne lancent pas l'alerte en interne. Ben, c'est parce que il y a surtout les entreprises, les grosses, qui avaient déjà des dispositifs d'alerte éthique ou des codes éthiques, hein, notamment on les appelle des codes éthiques ou déontologiques. Ils les ont fait de manière unilatérale et à partir de la loi Sapin, ils ont retoiletté unilatéralement ces systèmes. Et donc, c'est plus avec une volonté de se conformer
hein, de compliance avec la loi, plutôt qu'une vision pour dire ah, mais pourquoi je ne ferai pas de l'alerte une opportunité pour moi de prévention des risques, de corruption, de pertes financières, mais des risques réputationnels, etc., etc. Donc, cette culture, elle est encore très diffuse dans les dans les directions d'entreprise. Et voilà, et c'est pour ça que moi, je plaide pour qu'il y ait déjà une campagne de sensibilisation importante auprès des citoyens français. Donc, ça pourrait être l'objet aussi. Et aussi, je plaide pour qu'il y ait de la négociation et pas. Alors, la consultation, si vous me permettez, Monsieur Wasserman, la consultation aujourd'hui, ça se passerait comme pour les codes éthiques. Donc, il y a la direction, un agenda du comité social d'entreprise très chargé, un ordre du jour très chargé, et on consulte sur quelque chose sur lequel on n'a pas associé les IRP. Et moi, je pense qu'au-delà de la consultation, il faut, sans obligation de réussite, aucune négociation ne garantit pas d'un accord consensuel, mais quand même une volonté d'avoir un accord. Pourquoi est si important? Parce que, comme je vous disais, ça permet quand même aux directions et aux syndicalistes aussi de s'approprier du sujet, de faire de ces sujets une opportunité, justement, de les défendre, de les porter bien, et aussi aux syndicats, éventuellement, de porter l'alerte parfois à la place de l'individu. Voilà, je disais tout à l'heure, un individu isolé, c'est un individu qui est en danger une fois qu'il alerte, surtout à l'interne. Et donc, les syndicats pourraient aussi porter l'alerte à la place du lanceur d'alerte et garantir son anonymat au moins pendant un certain temps, tant que les choses ne sont pas bien engagées. Et donc, les systèmes de négociation et des accords, j'en ai négocié 2 d'accords. Aujourd'hui, c'est très peu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été négociés par l'organisation, mais ça permet aussi les suivis. Parce qu'en général, après un accord, il y a un suivi, qu'est-ce qu'il produit, pour remettre des indicateurs, combien d'alertes, combien étaient traités en interne, combien en effet n'ont pas donné des suites, etc. Donc voilà, l'importance de la négociation pour avoir un accord, j'échangerai ces mots. Donc, des simples consultations, parce que la consultation, parfois, ça passe complètement sans débat, inaperçu. Oui, oui. Non, non, mais vous mettez l'accent sur un point important sur lequel on a déjà échangé. Faut-il obliger à une négociation d'un accord? Bon, on va regarder ce point en droit français pour voir un peu comment ça s'articule. C'est l'État, vous incitez plutôt à une simple information par cohérence par rapport au reste du droit. Je ne reviendrai pas personnellement sur un niveau plus bas encore que la consultation. Par contre, je vais regarder dans quel cas l'accord relève, quel sujet relève réellement des accords versus quel sujet relève réellement de consultation. Notamment, je serai vigilant sur la partie procédure sur le harcèlement ou des sujets comme cela. Je vais regarder comment il est traité en droit français pour voir quelles analogies on peut faire par rapport à d'autres thématiques du même ordre. Très bien, donc merci d'avoir attiré notre attention sur le sujet. Y avait-il d'autres questions que vous pouviez avoir ou réflexions que vous pouviez avoir sur le sujet, enfin sur le sujet général de la proposition? Oui. Donc, donc, une des premières propositions pour moi, c'est que les syndicats puissent porter l'alerte aussi. Voilà, Donc, donc ça, oui. la question d'élargissement au-delà de l'individu. 2, que les référents puissent avoir une protection. D'accord. Un salarié protégé, hein, donc ça, c'est du côté entre, je dirais, direction. Ensuite, alors, je disais tout à l'heure qu'un individu qui choisit de lancer une alerte, il est fragilisé pendant toute la période à partir de laquelle il lance l'alerte et la période dans laquelle un traitement commence. Et donc, c'est une réflexion hein, que nous avons aussi avec d'autres organisations, c'est comment on pourrait protéger l'individu avec une présomption d'alerte fondée quelque part.
Et par exemple, on pourrait imaginer qu'à partir du moment où l'individu dépose l'alerte, donc il y a un reçu, quelque chose qui va établir que l'alerte a été bien reçue, réception quelle forme, et donc qu'à partir de là, on puisse, par exemple, communiquer avec les défenseurs des droits et que donc la personne soit protégée pendant ce temps. Oui, alors là, effectivement, on y répond par la possibilité de saisir pour tout lanceur d'alerte le défenseur des droits pour se faire reconnaître. C'est exactement le terme que vous utilisez, c'est-à-dire la présomption d'alerte fondée, c'est-à-dire de dire, vous relevez, en tout état de cause, de notre appréciation, vous relevez tout à fait des caractéristiques du lanceur d'alerte. Donc, c'est non pas une décision judiciaire, parce qu'une décision judiciaire prend du temps, elle est différente, elle est sur d'autres approches, mais le terme que vous avez utilisé, c'est exactement ça. Vous avez utilisé présomption d'alerte fondée, le défenseur des droits va dire oui, dans l'état actuel de ce que je vois, vous répondez tout à fait aux caractéristiques d'un lanceur d'alerte. Ce qui permet déjà d'attester tout au long du parcours, d'éclairer les décisions de justice qui pourraient être prises sur des représailles ou autres, tout au long de la vie du lanceur d'alerte. Donc c'est sûr que entre quelqu'un qui n'aura pas saisi le défenseur des droits ou qui se verra notifié par le défenseur des droits qui considère que ce n'est pas du tout un lanceur d'alerte au sens de la loi, et quelqu'un qui, au contraire, aura une décision claire, un avis clair du défenseur des droits en disant toute votre démarche et ce que vous faites et ce que vous êtes à toutes les caractéristiques du défenseur des droits, ça permettra d'envisager la suite différemment. D'abord, d'écarter ceux qui s'estiment lanceurs d'alerte sans en avoir la définition juridique. J'imagine, par exemple, aux gens qui rentrent chez eux le soir, se forgent une conviction et confondent l'expression d'une opinion qu'ils peuvent considérer à juste titre, dans leur liberté d'expression, comme une alerte, mais à distinguer ça. Je suis à 2 heures du matin sur mon ordi, je vois que les vaccins contre le Covid n'ont pas été testés pendant 10 ans, j'ai une présomption que ça ne va pas, et puis j'ai tel et tel rapport, et je me suis forgé une conviction et je lance une alerte au monde pour dire la société qui commercialise ces vaccins assassine tout le monde. Bon, ça c'est une conviction, c'est l'expression d'une... Mais ce n'est pas, au sens de la loi, un lanceur d'alerte. Contrairement à la personne qui va trouver un document compromettant, publier des essais qui sont restés secrets dans le laboratoire, qui montrent des choses qu'il n'a pas voulu divulguer, etc. Là, on est vraiment dans la situation d'un lanceur d'alerte. Donc, le défenseur des droits va faire exactement ce que vous dites en début de processus, c'est-à-dire il pourra répondre à écoutez, tout ce que vous montrez, tout ce que vous êtes, relève tout à fait de la logique de défenseur de lanceur d'alerte. Ce qui va répondre à la situation actuelle qui est très anxiogène, avec un lanceur d'alerte, si c'est au bout de 5 ans ou 3 ans, à la fin des procédures, s'il est considéré comme lanceur d'alerte et sa vie a eu le temps d'être broyée 10 fois avant que la décision de justice finale n'arrive. Exactement, et c'est très difficile lorsqu'un individu est licencié. Déjà, il y a plein de dégâts qui se passent jusqu'au licenciement. Et après, de récupérer, vous voyez, vous allez auditionner des lanceurs d'alerte tout à l'heure, c'est cet après-midi, je crois. Vous aurez un cas d'une personne qui était objet de représailles, parce que si on ne la protège pas tout de suite, avec quand même un minimum de fondement, il faut mais c'est présomption d'innocence, donc moi j'ai dit présomption d'alerte fondée, parce qu'on ne s'amuse pas tous les 4 matins quand même à alerter, et surtout lorsqu'on regarde les données, il y a 40 ou 50% des cas d'alerte, c'est des corruptions, c'est de la corruption, et donc des cadres souvent qui ont été témoins d'abus, des dérives ou des pratiques frauduleuses. Et donc, on n'alerte pas comme ça. Et vous voyez, rattraper une personne lorsqu'elle a été licenciée et la faire réintégrer, par exemple, c'est très difficile. Et alors, j'ai dit, c'est une sorte de prévention aussi. Essayons de protéger tant que faire se peut, mais rapidement. Sachant qu'on a quand même l'arme nucléaire sur le sujet, puisque maintenant, un employeur qui licencie un lanceur d'alerte parce qu'il est lanceur d'alerte et qu'il le fait maladroitement, il risque du pénal. Dans la profession de loi, il risque du pénal. Donc, là, c'est l'arme nucléaire. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'en cas d'un lanceur d'alerte
là, tout est bien noté dans son entreprise, qui sort un document et qui entame une logique de lancement d'alerte, le virer, c'est s'exposer à un risque pénal. Donc, c'est de l'arme nucléaire, ça. C'est aussi fort que ne pas mettre fin à une situation de harcèlement pour un mandataire social. J'ai été mandataire social d'une entreprise. Évidemment, quand le dirigeant risque du pénal s'il ne met pas fin à une situation de harcèlement, ce qui est le cas, il met en place des dispositifs de recueil, d'alerte, de remontée d'informations beaucoup plus efficaces parce qu'il ne risque pas uniquement la personne morale de l'entreprise qui risque une amende civile, c'est lui, personne mandataire sociale de l'entreprise, qui risque du pénal. Là, c'est pareil. On est sur l'arme nucléaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de licencier quelqu'un parce qu'il a lancé une alerte et vous risquez du pénal. Donc, vous voyez, cette notion de représailles qui est très clairement listée, puisqu'elle prend en compte le licenciement, mais plus que ça, la mise au placard, etc. Cette notion de représailles, elle prend une dimension inédite là-dessus. Après, la difficulté, parfois, c'est montrer les liens entre une mesure et voilà, parce que c'est comme quand on ne recrute pas une femme enceinte, on ne dit pas qu'on ne la recrute pas parce qu'elle est enceinte ou parce que d'autres raisons de discrimination peut-être. Oui, mais Voilà, en tout cas, moi, j'ai été chef d'entreprise. Je pense qu'un chef d'entreprise réfléchira 2 fois avant de licencier un lanceur d'alerte parce que si le juge estime qu'il a pris un faux prétexte et que le vrai prétexte était ça, encore une fois, il risque du pénal. Voilà, il risque du pénal, je le redis, c'est quand même très fort. Donc je pense que là, on a sorti un arsenal juridique qui est extrêmement, alors qui est légitime à mon sens, mais qui est extrêmement dissuasif pour l'employeur peu scrupuleux. Plus efficace qu'une espèce de compensation temps réel. Enfin, il y a un deuxième dispositif pour faire porter le poids financier des avocats par l'attaque. Donc, si une grande entreprise ensevelit un lanceur d'alerte sous des procédures, le juge verra dans quelle mesure ça peut être le juge des référés, pourra l'imputer à l'entreprise, imputer les coûts de la défense à l'entreprise, ce qui évidemment est en plus une solution concrète et pratique pour le lanceur d'alerte. Voilà. Y avait-il d'autres sujets? En tout cas, merci beaucoup pour la richesse de vos commentaires. Y avait-il d'autres points que vous souhaitiez évoquer? La question peut-être vous avez évoqué les procédures Bayon, la question des sources, c'est aussi une question importante parce que la protection des sources aussi pour ceux qui faciliteraient l'alerte, et ça peut être aussi des syndicats en interne. Voilà, c'est donc cette partie, je pense que ça va avec les renforcements et l'efficacité des canaux internes, et parce que il faut garantir quand même l'anonymat si l'alerte portée par un individu est trop dangereuse pour lui ou pour elle en termes de voilà des faits par rapport à sa hiérarchie, etc. Donc, Très bien. Et les fonds, vous avez parlé, alors il n'y a pas des fonds d'aide, des soutiens spécifiques, me semble-t-il, dans votre proposition, d'aide des soutiens aux lanceurs d'alerte, qui vont des soutiens financiers éventuellement, aux soutiens juridiques ou psychologiques, toutes sortes de soutiens qu'on peut mettre en place pour ces personnes. Oui, ça, effectivement. Alors, nous, on a un dispositif dont on propose, mais dont on pense qu'il ne résistera pas constitutionnellement. Donc, on est en train de voir quelle solution on peut trouver sur ce sujet. La loi Sapin s'est pris les pieds dans le tapis sur le sujet et on a essayé de trouver une solution qui n'est probablement pas encore opérante, donc on continue à travailler sur D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, Madame Salis Manindier, pour cette précieuse contribution. N'hésitez pas, tout au long du processus, si vous avez des remarques que vous n'auriez pas eu la possibilité de nous faire, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos coordonnées, nous envoyer des mails, qu'on puisse
continuer d'enrichir notre loi. Et si personne n'a de questions particulières, je vous remercie très chaleureusement d'avoir Merci à été là vous. aujourd'hui. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bien. Et le rendez-vous à 13h. On file vite, on travaille. Sur les avis, moi je pense juste que la bonne formule,